Ça, c'est de l'info. Allez, vroom, vroom. Bande d'arrêt d'urgence, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à vous pour ce second numéro de Bande d'arrêt d'urgence. On espère que vous avez apprécié le premier épisode. En tous les cas, merci. Merci à vous pour vos retours, vos commentaires, vos abonnements. 5000 vues sur les réseaux sociaux. Chiffre à l'appui, dis donc. C'est comme si un ripagérien sur 3 avait cliqué sur Bande d'arrêt d'urgence. Ça nous met du baume au cœur. Alors encore merci. Mais trêve de statistiques et de blabla, place à l'actu. Entre nos deux numéros, les Verts ont pris une sacrée branlée à la maison. On parle de foot, pas d'écologie. Peut-être que les joueurs ont manifesté leur opposition à la propagande des Pro A45 qui se sont permis de balancer leurs vidéos dans le chaudron. Actuel, de nouveaux marchés pour nos entreprises, c'est l'oxygène. Bravo les gars, ça c'est de la com. Au menu ce mois-ci, un paysan qui a de la suite dans les idées, un village où les gens sont loin d'être fatigués, Saint-Jean-de-Toula, puis le pour et le contre avec deux députés de la majorité présidentielle qui ne vont pas du tout dans le même sens. Les salamandres nous diront ce qu'elles en pensent, celles de la 45. Et puis on finira comme il se doit avec la météo du docteur Asparagus. Mais tout de suite, c'est l'heure de bison buté. Heme ayama kayeshtene. Oyama eche uikae mae chana. Ene mai wati cheme. Hikamaya cha. Hikoyamahi. Waneke maichtene makoyawa. Hewe nechte. Ekamai wichime nechu. Oyama. Hete me akayawane. Heshte me ayacha. Ekayama wanishte ya. Okonomoyo cho. Je suis commerciale dans le médical. C'est notre quotidien. Tous les jours, il faut partir à 7h10 de Saint-Étienne pour être à 9h à Lyon. Je ne suis pas d'ici, je suis de l'Haute-Loire, à 43. Pollution, retard. Très surchargé. Donc il faut bien choisir ses plages. Puis ma foi, dans la journée, quand on travaille, on subit. Il faut prendre son mal en patience. Et puis voilà. Il faut que tout le monde y mette du sien. Peut-être agrandir et puis rajouter d'autres voies, peut-être. Ça peut peut-être améliorer. Wachime kayama ishtena. Ekeme yana hoya maichi. Eyama wa ishtene. Ekene mahanahu. Manahu watama. Merci Bison. Mais tu sais Bison, comme le disait Petite Feuille d'Automne, on passe tout de suite au paysan du mois, avec transition. On va se faire une petite omelette avec des œufs. Ah mais pas n'importe lesquels. Ceux de Quentin, qui bosse dans la GAEC du Murier, basé dans les villages de Saint-Joseph et Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire. Ça vous emballe, hein? On part tout de suite à sa rencontre. L'agriculture, c'est pas comme l'industrie, on claque pas des doigts puis ça repart. Il faut des années pour relancer un truc. Il y aura de la révolte, parce que les gens vont pas se laisser faire. Nous, c'est le GAEC du Murier. On est une jeune ferme puisqu'on s'est regroupé en 2011. On était 3 structures existantes et on s'est regroupé en une seule. Et donc le GAEC du Murier, on fonctionne sur 2 communes, Saint-Joseph et Saint-Martin-la-Plaine. Et on est 5 associés. Et en termes de production, on est sur un élevage de poules pondeuses bio et une production laitière avec 120 laitières en agriculture biologique.
Donc là, je vais couper la machine pour qu'on s'entende un petit peu. Là, moi j'ai 3000 poules et actuellement, j'arrive à commercialiser tous mes œufs en circuit court, en vente directe. Et ma zone de chalandise, elle se situe entre Saint-Étienne et Lyon. Donc on est vraiment sur des petits parcours, un maximum de 80 km. Qu'est-ce que je fais? J'enchaîne sur mon travail un peu quand même, parce qu'il faut que j'avance ou alors... Non, mais après les conséquences, c'est ça qui t'intéressait, c'est les conséquences sur notre exploitation. Elle est traversée de part en part, elle passe en son centre. Donc derrière, déjà il y a une expropriation d'une dizaine d'hectares. Nous on est en agriculture biologique, on nous annonce 35 000 voitures quotidien. On n'accueille pas la nouvelle avec plaisir. On ne représente pas du tout ce modèle-là, on arrive tous à survivre, non même pas à survivre en fait, à gérer. On entend souvent parler du taux de suicide important, où on a un agriculteur tous les 2 jours qui met fin à sa vie. Nous, on ne se plaint pas du tout. Nous, pas qu'on nous enlève notre outil de travail. On a la possibilité de travailler, on s'est développé sur cette zone. Et je peux vous dire qu'on ne lâchera pas le morceau comme ça. C'est une des premières luttes auxquelles que je me greffe. J'ai pas de passif de manifestant ou de quoi que ce soit. Je me tiens bien au courant de ce qui se passe. J'ai une trentaine d'années, je suis père de 2 enfants. Je comprends pas qu'on puisse encore débattre sur un tel sujet alors qu'on sait très bien on a des objectifs fixés par les accords de Paris, COP21. J'ai lu hier le record de particules fines, dégagement de CO2 sur 2016. Quoi. Et a priori, on est parti pour battre le record aussi sur 2017. On est en plein sur le tracé de la 45. Donc on a un tunnel qui fracture la montagne juste derrière nous. Je crois que c'est le plus gros qui doit faire 1,5 km, 2 km. Et qui doit déboucher là-bas en plein sur le centre équestre. On a construit une tour de guet afin de surveiller Vinci et ses bulldozers. On est vraiment en surplomb, on s'aperçoit vraiment du futur massacre qui va être occasionné. On a eu une date clé cette année avec le rassemblement du 1er et du 2 juillet. C'est vraiment un travail collectif, donc je dis bien on a réussi à motiver un grand nombre de producteurs sur la zone concernée en Rhône et en Loire et à créer notamment ce collectif et qui est venu apporter de l'eau au moulin et de la motivation, de la surmotivation. L'année précédente c'était 2000, là cette année c'était 10 000 et par rapport à ce que j'ai pu entendre, donc c'était vraiment une communion générale, il y avait toute typologie de personnes et dans tous les retours qu'on a pu avoir, on est bien d'accord que ça va faire des petits, on a des gens qui sont vraiment très très motivés. Nous agriculteurs, on ne compte pas se laisser faire évidemment. On a entendu parler de ZAD, on a entendu parler de gens qui étaient prêts à occuper le terrain. Évidemment, on fera barrage quoi. Du soleil en bouche. Le mois dernier, Bande d'arrêt d'urgence vous a fait découvrir Saint-Joseph. Cette fois-ci, on part à Saint-Jean-de-Toula dans le Rhône. Pour nous en parler, j'accueille tout de suite Monsieur Automne. Bonjour Monsieur Automne. Ça va? Alors, cette virée à Saint-Jean-de-Toula, c'était comment? La commune de Saint-Jean-de-Toula, c'est donc une petite commune de 840 habitants. On est situé à l'extrême sud du Rhône. Donc la salle communale est là. Elle va proposer donc cette manifestation de la fête à l'ancienne, où on fait revivre tous les vieux métiers d'antan. Donc le salon des souvenirs, où à chaque fois ils mettent en exergue soit des vieux métiers, sur l'école d'autrefois. À chaque fois ils changent de thème d'année en année. C'est beaucoup des gens qui sont en retraite, on va dire, oui, mais qui sont vraiment très, très actifs. Donc on se trouve devant la maison du patrimoine qui était anciennement la cure du village. Dans cet espace, en fait, on retrace un petit peu toutes les activités d'antan avec les outils agricoles. Là, actuellement, on a une manifestation avec des expositions de peinture, de sculpture. On a également des mosaïques qui ont été
aménagés et qui sont en cours prochainement de restauration. Tout ce patrimoine-là, on souhaite le prolonger le plus longtemps possible pour garder la trace de notre passé. On a vraiment des choses qui sont spécifiques. On a notamment ici, si vous approchez, vous avez un monument aux morts. Après la Première Guerre mondiale, la population et le curé du village trouvaient inadmissible de ne pas avoir son propre monument aux morts. Alors ils ont décidé de le réaliser dans l'angle de cette maison. C'est un curé qui était hors norme pour l'époque, en fait. Un monument aux morts en art naïf. Jamais vu ça. Mais monsieur Houghton, qu'est-ce qu'ils en pensent là-bas de la 45 à Saint-Jean-de-Toula? Vous avez l'emplacement de la bande réservée au projet, la bande des 300 mètres, qui passe au plus près de notre village. Et elle aura forcément un impact aussi bien en termes de pollution et de bruit auprès des familles. La départementale 342, aujourd'hui, elle nous tient un petit peu à l'écart, hein, d'ailleurs. C'est pour ça, hein, Saint-Jean-de-Toula, si vous n'y allez pas, vous ne la traversez pas. Après, par la suite, l'autoroute, le jour où elle va longer le faubourg, je pense que ça fera peut-être une barrière encore supplémentaire. Ça va être une fracture. Parce qu'il y aura la Mouchonnière, le Bourg, la Grange, Bellevue, Marizelle, Fontblanche, Bourgneuf, Lamite, déjà. Oui, déjà au moins 5-6 hameaux qui vont être touchés de près, de très près même. Et ce qu'on craint notamment en termes d'aménagement du territoire, c'est qu'on va se retrouver avec un espace aujourd'hui, on a une départementale, on va avoir une autoroute, et entre les deux, il y a des terres qui aujourd'hui sont agricoles. Et ce qu'on craint, c'est que ça devienne des zones commerciales. Et que ça perturbe, ça casse complètement l'équilibre aujourd'hui paysager du secteur. Le village est un village avec des associations qui sont très ferventes. La vie associative est très importante. Et s'il y a des trucs comme ça qui passent, ça va nous couper un peu l'ambiance, ça va couper plein de choses. Et nous, on veut rester petit village. Numéro 12, a gagné la femme du 11. Il s'est arrêté sur l'autoroute. Bon, eh bien, je crois que le message est clair. Merci, monsieur Houghton. Vous n'allez pas me laisser ça? À l'année prochaine! Et maintenant, c'est l'heure du pour et du contre. La 45, un projet à une signature qui vaut de l'or, puisque c'est celle de la ministre des Transports sur un décret qui a déjà reçu la griffe du président Hollande et du Conseil d'État. Mais cela ne suffit pas. En effet, dans cette période où le politique semble reprendre la main, Assises de la mobilité, États généraux de l'alimentation, Bande d'arrêt d'urgence est parti interviewer 2 députés issus de la vague macrono-macroniste qui a submergé l'Assemblée nationale l'été dernier. Mais sur la 45, autant dire que ça marche pas droit. Le contre, c'est Jean-Luc Fugit, député de Givors. Le pour, c'est Jean-Michel Miss, député de Saint-Étienne. Et c'est par lui qu'on commence. J'ai souhaité, dans la campagne électorale que j'ai menée en juin, prendre position en faveur de la 45. Non pas parce que j'ai une fascination irrépressible pour les autoroutes, mais je pense qu'aujourd'hui, les liens économiques entre Lyon et Saint-Étienne souffrent, et donc à travers ces liens économiques, l'emploi, souffrent de l'absence de liaison à la fois sécurisée d'un point de vue de la circulation pour le caractère accidentogène de cet axe, également pour la pollution qui est générée sur la 47, puisqu'aujourd'hui, quand même, n'oublions pas que les principales victimes de cette pollution sont les riverains des fonds de vallée, et donc toute la vallée du Gé qui est particulièrement impactée, et puis l'économie au sens où la durée de liaison, effectivement, compte tenu des accidents qui se produisent de façon extrêmement régulière sur cet axe, font qu'on ne sait jamais quel temps on va mettre pour se déplacer, et que c'est donc un vrai handicap en termes économiques.
La problématique de la COP21 nous oblige tous à remettre en cause un certain nombre de paradigmes et on doit s'interroger à la faisabilité de cette autoroute tout en respectant à la fois les terres agricoles qui sont impactées, c'est-à-dire minimiser au maximum l'impact sur l'agriculture et sur les exploitants et sur la qualité de vie évidemment des nouveaux territoires. L'idée n'étant pas de déporter le problème sur un tracé différent, l'idée étant de faire une autoroute nouvelle et qui soit justement par sa conception de nature à minimiser le maximum l'impact pour les riverains. La règle européenne fait que on se sent un peu écrasé par des mécanismes qu'on ne maîtrise pas. Donc on doit œuvrer à faire en sorte que nos agriculteurs sur les territoires tels que la Loire puissent être mieux accompagnés et puis vivre dignement de leur travail. Pour autant, ils seront, comme toutes les autres activités économiques, obligés de pouvoir se déplacer, exporter leur production et être également en interaction avec les agglomérations. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'opposer dans ce projet à la fois les urbains et les ruraux, et notamment parmi les ruraux, évidemment, ceux qui vivent de la terre, les exploitants agricoles en premier lieu. Il se trouve que les assises de la mobilité sont une étape que choisit effectivement le gouvernement pour faire un point de l'ensemble des projets, puisque la 45 n'est qu'un projet parmi d'autres. On a le canal Seine-Nord, on a d'autres types d'infrastructures qui sont également en jeu. Il semble de ce qui a été étudié qu'au niveau national, il y avait clairement beaucoup plus de demandes que de capacités financières à pouvoir les fournir. On est sur une enveloppe d'environ 20 milliards d'euros de projets et une capacité de 10 milliards d'euros à les financer. On pourrait dire qu'il y avait vraiment du surbooking sur les opérations, qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, un ministre ait le courage de dire on fait ou on ne fait pas. Parce qu'il y a également énormément de foncier qui est gelé, donc c'est aussi des perspectives de développement économique, y compris pour l'agriculture, sur des périmètres qu'aujourd'hui personne ne sait ce qu'on peut faire, puisque ça fait 40 ans qu'on attend des réponses. Merci M. Miss. En tous les cas, nous, à Bande d'arrêt d'urgence, ce qu'on retiendra, c'est que vous n'êtes pas un fanatique des autoroutes. Et Jean-Luc Fugit, c'est quoi, lui, son opinion sur la 45 ? Je voudrais commencer par parler sur des problèmes de mobilité entre l'agglomération stéphanoise et l'agglomération lyonnaise. Ce problème de mobilité existe. On ne peut pas le nier. Il y a toute cette vallée du Gier aussi qui souffre un petit peu sur le plan économique. Et donc, il y a sûrement des choses à faire. Il y a obligatoirement des choses à faire à la fois sur la vallée du Gier, sur le département de la Loire et donc de la mobilité pour relier les agglomérations. Et à côté de ça, on nous parle d'un projet, l'autoroute A45, comme étant une réponse à ces problèmes de mobilité. Et moi, je pense que c'est une mauvaise réponse. Je pense que c'est une mauvaise réponse pour plusieurs raisons. Mauvaise réponse parce que, sur le plan environnemental, créer une autoroute supplémentaire dans un maillage d'infrastructures extrêmement important, je pense que ça suffit largement. Mauvaise réponse parce que l'impact agricole, la prise au sol d'une telle infrastructure serait énorme. On parle de plusieurs centaines d'hectares, plus de 500 hectares, donc, qui seraient détruites. Qui plus est des terres de qualité. Il faut bien regarder, les terres du plateau Morlantais, etc., sont des terres de qualité. Je parle y compris dans la partie de la Loire. Des terres de qualité sur lesquelles on peut faire une agriculture de proximité, donc de qualité, justement une agriculture que l'on souhaite développer, parce qu'aujourd'hui nous sommes à côté de deux agglomérations, sur lesquelles il y a un potentiel de consommation de produits locaux et de produits de qualité qui est extrêmement important. Et donc il vaut mieux justement inciter les agriculteurs à pouvoir s'agrandir, se développer. Je sais qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer, d'autres qui voudraient progresser, voir leur installation donc progresser, pour aller produire donc de la qualité, monter en gamme pour les populations locales. Or, cette autoroute-là s'opposerait totalement à ceci. Et puis, un autre volet, c'est l'aspect financier. Une autoroute payante, en parallèle d'une autoroute gratuite. Une autoroute payante avec, pour la construire, on nous parle de 800 millions d'euros d'argent public, sachant que dans un montage financier qui n'est pas complet, puisqu'on sait que l'arrivée sur l'agglomération lyonnaise n'est pas prévue, n'est pas financée, etc. Donc on aurait un coût, un impact financier énorme, notamment sur les populations de la Loire, puisque nous aurions des collectivités donc, qui financeraient, en plus qu'il faudrait payer pour pouvoir utiliser cette autoroute. Donc cette autoroute-là, pour moi, ne répond pas au problème. Et malgré tout, la problématique de la mobilité existe, avec le pont de Givors, comme on le sait, qui à certains moments de la journée peut être bloqué, notamment quand il y a un inconvénient, type un accident, une chose comme ça sur l'autoroute. Partant de là,
moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire la 45, mais je pense qu'en même temps, il ne faut surtout pas ne rien faire. Et donc, pour résoudre le problème de mobilité, je vois plusieurs leviers sur lesquels il faudrait jouer de manière simultanée. Je dis bien simultanée. Alors, sans hiérarchie, puisqu'on parlait du pont tout à l'heure, le pont. Ce fameux pont, dont, de mon point de vue, il faut augmenter la capacité. Et puis mieux l'intégrer d'un point de vue urbanistique, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas très bien intégré. En plus, il y a les problèmes de pollution par rapport aux riverains. Donc j'aimerais sa capacité soit augmentée. Faut-il aller jusqu'à la doubler? On peut se poser la question. Je ne réponds pas nécessairement précisément, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison sur le fait qu'il faudrait doubler ou pas. Je pense qu'il faut l'augmenter. Est-ce qu'il faut le faire passer sous le Rhône? Quelles sont les possibilités? Peut-être qu'il faut faire des études. Ça coûterait sûrement, mais ça coûterait, à mon avis, nettement moins qu'une autoroute à quasiment 2 milliards. Derrière le pont de Givors, toujours au niveau infrastructure routière, il y a le nœud de Ternay. Je pense que l'ensemble est à revoir, parce que quand on va de Lyon vers Saint-Étienne, Saint-Étienne vers Lyon, qu'on arrive du sud, etc., il y a un ensemble là, qui à mon avis doit être retravaillé. Et puis, il y a la ligne TER. La ligne TER Saint-Étienne-Lyon, je ne dirais pas que c'est un scandale, mais quand même. Aujourd'hui, c'est une ligne qui nécessite vraiment d'être améliorée. Je pense qu'il faudrait la transformer en véritable ligne de RER, c'est-à-dire avec plus une fréquence plus importante, peut-être plus de wagons, voilà. Et puis des capacités plus importantes, et notamment dans la vallée du Gier. Ne faut-il pas réouvrir un certain nombre de gares? Je pense à des communes comme Lorette, Grand-Croix, où il existe, par exemple, je pense à Grand-Croix, une ancienne gare, avec à côté parfois des friches industrielles sur lesquelles on pourrait faire du parking, de covoiturage. Je connais des gens qui viennent travailler à Givors et qui aujourd'hui viennent en voiture alors qu'ils viennent de Grand-Croix, mais s'ils veulent venir en train, ils doivent aller à Rive-de-Gier, et quand ils sont à Rive-de-Gier, ils ont déjà fait prendre le train à Rive-de-Gier, en voiture, ils y vont, et du coup, ils ont déjà fait la moitié du chemin. Que se passe-t-il arrivé à Rive-de-Gier où les parkings sont saturés? Ils font l'autre moitié du chemin en voiture. Si ces gens-là ont une gare et des parkings à Grand-Croix, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre le TER pour aller jusqu'à Givors. Exemple concret. Ah, eh bien voilà un qui ne fuit pas ses responsabilités. Et maintenant, des espèces dans les espaces. La salamandre vit dans les sous-bois, dans les zones humides. On ne l'observe que la nuit. La salamandre sécrète un venin potentiellement mortel selon le gabarit de ses prédateurs. En tout cas, ça lui donne un goût absolument abominable. Lorsque la fouine, le blaireau, le chat, le chien, le renard va l'attraper, il va la recracher immédiatement. Et le prédateur se rappellera toute sa vie que la salamandre n'est absolument pas une proie idéale. Alors la salamandre, attaquée mortellement, va disparaître, mais sa perte aura permis la survie de toutes les autres. Dans notre histoire, la salamandre est associée au diable. Avant, on parlait même de salamandre du feu, comme si elle naissait des flammes et qu'elle était capable de résister au feu. En fait, c'est que l'hiver, quand on n'avait plus assez de bois pour se chauffer, on récupérait des vieilles souches et du bois pourri. Et quand on allumait tout ça, s'il y avait une salamandre qui était cachée à l'intérieur, elle sortait des flammes. Le mythe est faux, bien entendu, parce qu'au final elle brûle. C'est un animal qui craint particulièrement les endroits secs et la chaleur. Mais le mythe est le reflet d'une certaine réalité. C'est un animal très résistant, avec une grande longévité. C'est aussi l'un des seuls vertébrés capable de régénérer un système anatomique complexe. Quand elle perd sa patte ou sa queue, eh bien la patte va repousser avec ses os, ses muscles et sa peau. Les anciens la considéraient plus comme un élément que comme un animal, comme la terre ou l'eau. Et la salamandre
elle convoque un univers qui est immense. Ça va des dragons aux phénix. Cet animal a très tôt entretenu une certaine mystique. Quant à son caractère primitif, on peut voir en elle les premiers êtres sortis de l'eau. Pas tout à fait terrestres, pas tout à fait poissons. Elles ont pris notre tangente dans l'évolution. Elles ont fait d'autres choix. Quel message nous livre la salamandre? Peut-être devons-nous, nous aussi, envisager des ruptures dans nos choix qui nous amèneraient à cette régénération, non pas une régénération biologique, mais une régénération culturelle. Peut-être ça nous permettrait de réfléchir à nos actions sur une autre échelle de temps, sur une échelle de temps à long terme. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est certain. On pourrait par exemple décider que les voitures, c'est du passé. On verra comment la salamandre va réagir face aux tractopelles de Vinci. On verra si elles arrivent à se régénérer sous 3 mètres de goudron. Quand ces animaux mythologiques auront disparu sous une grande dalle de béton, on se dira que c'est comme ça que le monde évolue. Alors on ira chercher sur internet des images de ces merveilleux animaux. Et nos rêves auront l'air bien fades. Vous vous en souviendrez, les salamandres n'ont qu'une parole. Sans transition, on passe à la météo qui vous est présentée par Sylvie et Pierre Chaudet de la GAEC Les Petits Pépins Bio à Chagnon. Avec le pur jus de pomme bio, je vois la vie en beau, je bois la vie en bio. Une météo présentée par le docteur Asparagus. Bonjour docteur Asparagus. Bonjour, bonsoir à tous. Le mois prochain, éclaircie notoire, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, se prononcera peut-être sur l'A45. Pourvu qu'elle tape dans le mille. Le 2 décembre, course pédestre, la Saint-Élion. L'occasion de rencontrer du monde sur le tracé. Le 13 décembre, à Saint-Étienne, grosse perturbation. Projections, théâtre, débats et autres festivités. À partir du 23, Bison Buté annonce que le trafic sera rouge et noir dans le sens des départs. Le 25 décembre, comme d'habitude, voilà, demain c'est la Saint-Séverin et comme on le dit par chez nous, à la Saint-Séverin, ne prends pas la voiture, prends plutôt le train. Bonsoir. Et bien voilà, Bande d'arrêt d'urgence, c'est fini pour ce mois-ci. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, on vous propose la lecture de Prospective et Territoire pour la modique somme de 20 € avec une interview de Gaël Perdriau qui nous dit « Sincèrement, le meilleur ami de la Haute-Loire, c'est Saint-Étienne. » Ouais. Un dossier sur les parlementaires du Rhône et de la Loire pour ou contre la 45 avec Régis Joannico qui nous dit que plus de la moitié des communes concernées par le tracé se sont également déclarées contre le projet. Non mais c'est pas vrai. Encore cette pétition sur la 45. Oh mais c'est pas bientôt fini cette histoire là. Putain mais merde. Bon, sinon on vous donne rendez-vous le 26 décembre prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Et souvenez-vous, parole de Sioux, l'espoir est un mort qui ne demande qu'à renaître. Après, moi je trouve ça intéressant de travailler dans un secteur d'activité où on est sur les besoins primaires des gens. L'alimentation, on en aura toujours besoin et j'ai l'impression de ne pas faire du superflu en cultivant des légumes. Au contraire, pour moi, c'est la base d'une société.